Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc à ce troisième module donc du webinaire consacré au thème douleur et situation de handicap, organisé par Braze Santé Handicap. Les premiers modules avaient pour thème la définition ainsi que la neurophysiologie de la douleur, le deuxième celui de son évaluation. Donc ce troisième module porte sur la prise en charge de la douleur et il est découpé en trois parties. Donc, trois parties de 30 minutes environ. Donc, une première intervention de l'équipe mobile santé-douleur de l'association des Genêts d'Or, représentée par le docteur Estelle Botton et madame Valérie Simonet. La deuxième intervention est celle de l'équipe Modidol, donc douleur, handicap, déficience intellectuelle pour les 0-25 ans, représentée par monsieur François Insonia et le docteur Philippe Lemoine. Philippe Lemoine, donc, qui était sur les sur les précédents modules. Suivra un troisième temps qui sera consacré aux questions que vous pouvez vous poser vous pouvez les poser directement sur l'onglet Q et R en bas de l'écran. Je rappelle que l'onglet discussion en fait n'est pas disponible. Donc Q et R pour pouvoir poser les questions. On pourra y répondre dans un troisième temps à l'issue de la présentation des deux équipes. Voilà. Donc, je vais donc laisser la parole au docteur Estelle Botton et à madame Simonet, donc de l'équipe mobile santé-douleur de l'association des Genêts d'Or. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci Monsieur Rouvray et Madame Laforêt pour l'organisation de ce troisième module. Donc aujourd'hui, effectivement, on se retrouve pour présenter les moyens de prise en charge de la douleur pour les personnes en situation de handicap. Donc avec Estelle, nous avons une petite expérience dans ce domaine-là parce que ça fait une quinzaine d'années que nous travaillons ensemble, mais auparavant, nous étions dans le sanitaire où nous avons monté la consultation de douleurs, de prise en charge des douleurs cancéreuses sur Rennes. Et donc, nous sommes arrivés sur la région finistérienne il y a 9 mois à peu près, en fait, où nous avons mis en place donc l'équipe mobile santé-douleur pour l'association des Genêts d'Or. Donc, le but et nos missions, c'était de promouvoir la prise en charge en fait, de la douleur au sein des différents établissements des Genêts d'Or. Et au fur et à mesure de nos interventions, en fait, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des besoins aussi en santé de manière globale, sensibiliser sur la bonne hygiène de vie, donc promouvoir la prise en charge de la douleur, mais aussi, en fait, ce qui s'est remarqué le plus, c'est les besoins en dépistage pour le vieillissement précoce, les besoins de dépistage pour les soins palliatifs et notamment la mise en place de démarches palliatives précoces au sein des structures. Donc, pour illustrer ce module, nous sommes partis d'un cas clinique. On va vous parler de l'histoire de Louise, qui est âgée de 32 ans. Donc, Louise, 32 ans, comme je vous le disais, elle a toujours ses parents qui sont très présents auprès d'elle, sont ses tuteurs. Ils viennent régulièrement la voir au foyer de vie. Elle a 2 sœurs et elle allait régulièrement aussi à son domicile. Donc là, actuellement, comme je vous disais, elle est en foyer de vie, mais elle est en attente de place pour un foyer d'accueil médicalisé parce qu'elle est en merci, par rapport à ses besoins en santé. Donc, Louise est dyscommunicante, elle ne parle pas, mais elle vocalise beaucoup. Dans les antécédents médicaux de Louise, on retient surtout un syndrome polymalformatif de type Vacterl avec essentiellement, elle a 2 reins mais un seul qui est fonctionnel et une communication intraventriculaire qui a été opérée en 2008. Elle a aussi un handicap intellectuel sévère qui justifie sa place en femme, mais un handicap qui est non étiqueté. Et puis, on retient dans les antécédents notables par rapport à la douleur de nombreuses otites. Du point de vue chirurgical, on est frappé puisqu'elle a plusieurs antécédents de fractures,
sur différentes années, mais des fractures pour des traumatismes qui n'étaient pas violents à chaque fois. Donc, il y a eu le tibia, la cheville gauche, l'humérus droit et le plateau tibial. Du point de vue comportement, Louise est connue pour avoir des troubles du comportement, donc comportement problème depuis des années, à type de « je me frappe la tête ». Elle est suivie pour ça par le psychiatre et elle a un traitement psychotrope assez conséquent, mais qui, je pense, ne vous surprendra pas si vous travaillez dans le handicap, parce que souvent, malheureusement, il y a besoin de pas mal de neuroleptiques. Donc, elle a du tertian, du risperdal, et puis aussi des antidépresseurs et aussi la mélatonine pour le sommeil. Une histoire récente, c'est la suivante. Jusque l'été 2022, Louise est capable de déambuler sur le foyer de vie, donc en marchant. Quand il s'agit de sortir dehors sur une petite marche, elle s'appuie souvent à l'encadrant. Et puis, si la marche est un peu plus grande, elle a tendance à crier assez fréquemment. Elle n'aime pas trop l'effort physique prolongé. Et parfois, elle va terminer la balade en fauteuil, mais parfois pousser son fauteuil. Et puis, la situation se dégrade malheureusement assez brutalement en août 2022, puisqu'elle chute. Elle est prise en charge aux urgences, donc entorse de cheville droite qui sera plâtrée, épanchement du genou gauche et luxation de patella gauche. 2 tentatives de réduction aux urgences de cette luxation, c'est un échec et finalement la vie orthopédique confirme que la luxation est probablement chronique, ancienne, donc propose une attelle de Zimmer seule. Elle est revue en septembre 2022 pour l'ablation du plâtre, où l'orthopédiste conseille de poursuivre la taille de Zimmer, et puis des séances de kiné sont prescrites avec un objectif de verticalisation. Donc là, nous sommes sollicités en tant qu'équipe mobile début octobre à la demande des équipes soignantes et éducatives, avec pour motif, je cite, beaucoup de troubles du comportement et arrêt de la marche, des douleurs et surtout un gonflement, probablement donc un épanchement du genou gauche. On note au niveau de ses habitudes que le sommeil est plutôt bon, avec des rituels, et qu'elle a besoin d'une grande structuration de ses journées. Ça, c'est très important au niveau de son organisation du quotidien. Ce qu'on fait aussi, comme dans toute consultation de douleur, c'est vraiment ciblé sur ce qui ressource la personne. Donc là, on fait le point avec les équipes sur les habitudes de vie de Louise et ce qui lui fait du bien, ce qu'elle aime bien. Donc, il y a la musique, spécialement la musique celtique, qu'elle aime bien, les peluches, d'ailleurs, il y en a plein dans sa chambre, les soins esthétiques, qu'elle apprécie également, les bains moussants, les salles snooze-Hélène de détente, ça, elle apprécie beaucoup, et puis les temps en individuel avec les professionnels. C'est vraiment quelque chose qui la ressource. L'histoire récente, donc, c'est que depuis cette chute fin août, et bien malheureusement, Louise ne met plus un pied par terre et c'est lit-fauteuil. S'installe vraiment une kinésiophobie importante, donc la peur de bouger. Dès qu'on s'approche du lit, dès qu'on veut lui faire la toilette, dès qu'on s'approche de son genou, elle crie, elle se frappe la tête, elle se mord. Elle ne veut plus du tout mettre un pied par terre. Donc, s'installe une rétraction importante et une difficulté de prise en charge pour les soignants et une altération manifeste de la qualité de vie de Louise. Malgré la mise en place de soit pack de chaud, soit pack de froid, mais finalement à visée antalgique, mais finalement elle n'apprécie pas tant que ça. Et puis paracétamol et le tramadol à la dose initialement 50 mg x 2 qui avait été mis un peu avant qu'on arrive, qui l'aidait un peu, mais pas de façon suffisante. Donc, comme ça a été évoqué au module précédent, on a besoin d'évaluation, d'outils validés pour évaluer les situations. Donc, on a demandé la JEDI de base. Donc, pour Louise, on voit que le score est à 8, que dans les éléments à retenir, donc, il y a ce besoin de proximité physique et de recherche de réconfort, que beaucoup de difficultés, en tout cas de manière assez fréquente, il y a des difficultés pour la distraire ou l'apaiser. Mais autrement, il n'y a pas vraiment d'éléments notables, mis à part l'auto-agressivité. Donc ça, c'est son état de base. Donc une photographie, on va dire, de situation hors trouble du comportement. Et donc pour argumenter notre intervention, on a demandé à une détail aussi de la situation actuelle, donc avec les troubles du comportement.
Donc, la JEDI, lors des cris, donc elle a été effectuée en équipe pluridisciplinaire sur une demi-matinée, où là, il y avait beaucoup de vocalises et où Louise se frappait la tête. Et là, ce qu'on note, c'est qu'il y a des plaintes, il y a des gémissements, il y a des cris, des hurlements, comme elle vocalise beaucoup. Et il y a surtout donc cette grosse part de recherche de proximité, d'attirer l'attention, où elle fronce les sourcils aussi, où il y a des changements de comportement. Et là, on a un score qui est très élevé, qui est à 30. Donc, je vous rappelle que quand il y a un différentiel de plus de 6 entre la JEDI de base et la JEDI lors des troubles du comportement, c'est qu'il y a potentiellement des douleurs. On examine Louise accompagnée de l'équipe, d'abord en fauteuil et puis ensuite allongée. Il y a beaucoup de cris, puis elle arrive à se calmer avec l'équipe qui a l'habitude de communiquer avec elle et essaye de la faire rire. On reverra un petit peu tout à l'heure comment ça se passe. On constate une spasticité diffuse des 4 membres, mais qui est probablement ancienne. Et puis, un genou gauche qui est le siège probablement d'une hémarthrose, donc de sang dans l'articulation suite à cet épanchement, suite à cette chute surtout, avec un genou qui est en position de flessum, donc non réductible, c'est-à-dire qu'elle a spontanément un genou qui reste fléchi et qu'il n'est pas possible d'étendre, et ce malgré la telle de Zimmer. Ensuite, on va creuser un petit peu le dossier parce que finalement, ce qui est compliqué, c'est de savoir comment rentrer en contact avec Louise. Qui est Louise, puisqu'elle est dyscommunicante? C'est vraiment très important pour nous de savoir communiquer avec elle. Et pour ça, on a plusieurs outils. Et donc, notamment le sésame relationnel. Donc, le sésame relationnel, c'est un outil qui peut servir aux personnes qui accompagnent Louise, mais qui ne la connaissent pas forcément. Donc, l'objectif est de représenter synthétiquement, en fait, Louise dans ses différentes capacités de communication, ses capacités relationnelles, motrices, cognitives. Donc, c'est une photographie un petit peu du comportement et des aptitudes de Louise. Donc là, on voit que Louise n'est pas en capacité de s'exprimer avec des mots, mais par des vocalises, qu'elle peut moduler en fait en fonction du contexte, qu'elle peut se faire comprendre, et notamment en prenant la main des encadrants, par exemple quand elle a envie de marcher, à l'époque où elle pouvait marcher, elle était en mesure de leur prendre la main et leur faire comprendre qu'elle avait envie de marcher. Et donc, la part importante qui est aussi son trouble du comportement très fréquent, c'est de se frapper la tête avec les poignets. Donc, il y a des codes objets qui peuvent aussi l'aider pour aider à communiquer avec les professionnels. Et donc, dans ce sésame, on sait aussi les différentes attitudes qu'elle peut avoir, notamment sa compétence à sourire, à pleurer, savoir montrer ses émotions, si elle est joyeuse ou en colère. Et puis, la modulation, comme je vous le disais, sur les vocalises. Ce qu'il faut noter, c'est que son temps d'attention peut être très limité, donc il faut savoir adapter en fait les activités. Ce qu'elle n'aime pas, c'est être seule. Vous vous rappelez, elle adore attirer l'attention et être entourée, que ce soit de ses pairs ou des professionnels. Et alors, ce qui la rassure, donc, c'est les encadrants, les personnes connues, et puis d'avoir son rituel de journée très respecté. Ça, c'est primordial pour le bon déroulé de ses journées. Et ce qu'elle aime, c'est les balades, c'est manger, c'est les bains détente. Importance du soutien familial aussi, de la présence de ses parents, de ses sœurs. Et alors, ce qui la met en difficulté ou en incapacité dans le quotidien, c'est cette difficulté de compréhension, le manque de langage verbal, et puis cette distanciation avec les encadrants. La notion d'intimité n'est pas acquise, et donc, quand il y a des douleurs, par exemple, elle peut se frapper ou pleurer. Elle ne va pas dire « j'ai mal », elle n'est pas en capacité de dire ça. Donc, cet outil il est très important pour, par exemple, les intérimaires ou quand les résidents vont à l'hôpital. Mais je pense que c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Ce qui nous a beaucoup aidé aussi pour comprendre un peu les troubles du comportement chez Louise et se dire que, OK, il y a peut-être de la douleur, mais il y a peut-être autre chose. C'était cette évaluation fonctionnelle. Donc, on vous a mis l'article qui nous semble très pertinent, qui est en ligne sur les MIP, sur les comportements des filles, et qui proposait justement cette évaluation fonctionnelle en pluridisciplinaire,
l'analyse fonctionnelle ayant pour but de comprendre la fonction du comportement problème. Tout comportement problème a une fonction. Et notamment, ce schéma-là qui est très parlant pour un résident. Par exemple, je me tape la tête contre le mur. Là, ce n'est pas le cas de Louise, hein, mais ça peut être un aspect somatique, comme on voit ici. Donc, ça peut être parce que j'ai mal aux dents, parce que j'ai soif, parce que je suis constipée. Mais ça peut être aussi une comorbidité psychiatrique. Je suis déprimée et je ne peux pas l'exprimer autrement qu'en me tapant la tête contre le mur. Ça peut être aussi mes particularités sensorielles pour les personnes qui ont trouble autistique, donc trop de bruit ou trop de mouvement, et j'aime pas quand il y a du bruit, donc je me tape la tête, et puis comme ça, on va m'isoler. Et puis, ça peut être aussi, il y a des intrusions dans ma chambre, enfin, ça peut être plein de choses. Et cette évaluation fonctionnelle, elle est très précieuse. Et la chance qu'on a eue, c'est que Louise avait été vue par le groupe comportement défi qui existe au sein des Jeunes d'Or pour cette problématique en 2021, cette problématique de « je me frappe la tête ». Et donc, le groupe comportement défi avait noté que qu'est-ce qui favorisait l'apparition de ce comportement problème, c'était déjà l'absence de langage oral, la mise à mal par la présence de personnes inconnues, ce qui est notamment le cas des remplaçants. Louise était en général un peu plus agitée quand elle ne connaissait pas les personnes. Et puis, avoir en tête que le faible niveau de développement global de Louise, et ça c'est très important aussi pour les personnes qu'on accompagne, de connaître leur âge de développement, notamment par la Vineland qui est faite par les psychologues. Et Louise a un âge développemental de 1 an, ce qui explique qu'elle a un besoin de structuration très forte et de ritualisation de ses journées et qu'il ne lui est pas possible ou très difficile de s'occuper seule. Et ce que va rechercher cette évaluation fonctionnelle, c'est les antécédents immédiats. C'est-à-dire, on n'est pas sur les antécédents médicaux dont on a l'habitude de parler en médecine, mais vraiment, c'est les événements qui surviennent juste avant l'apparition du comportement. Donc, notamment chez Louise, c'est l'absence de stabilité de sa journée type, les moments d'attente et d'inactivité, les moments où elle se retrouve éloignée d'un encadrant, l'effort physique, lorsqu'elle exprime une demande qui n'est pas comprise par l'interlocuteur, et puis la douleur. Et l'équipe avait proposé donc ce que vous a dit Valérie tout à l'heure, l'importance de stabiliser et structurer sa journée, d'avoir des routines fixes, de communiquer avec elle avec des codes objets, de recourir à un casque de protection pour rallonger le délai d'intervention du professionnel, parce que finalement, quand elle se frappe la tête, le professionnel arrive en général très vite, ce qui a un rôle un peu, pas recherché, mais de renforçateur du trouble du comportement. Donc, d'utiliser un casque de protection peut limiter ça. Et puis, bien sûr, quand il y a des troubles du comportement qui se majorent, eh bien, explorer les phénomènes douloureux avec la JEDI. Donc, finalement, au vu de tout ça, et en concertation avec l'équipe, on propose, à l'issue de cette première consultation, 2 axes qui nous semblaient majeurs. Donc, d'une part, priorité douleur, prise en charge de douleurs aiguës, et d'autre part, reprise de la marche pour limiter les problématiques de douleurs chroniques de l'alitement. Et on a vraiment axé sur ça en se disant, Louise, elle a 32 ans, ce serait quand même très dommage qu'elle ne puisse pas reprendre la marche. On a proposé la poursuite de la telle de Zimmer, un travail en kiné balnéo, poursuivre le tramadol pour le moment en mettant 1 gramme de paracétamol lunaire avant les séances, et puis continuer toutes les techniques non médicamenteuses qui l'aident, qui sont des thérapies antalgiques. Ce qui ressource le patient, va l'aider aussi à gérer la douleur et l'anxiété qui découle de cette douleur aiguë et de cette perte d'autonomie. Un autre axe, c'était, Louise, elle a 32 ans, mais elle a déjà eu 3 fractures pour des traumatismes qui n'étaient pas importants. Il faut quand même rechercher une ostéoporose pour limiter derrière, s'il y en a une, le risque d'autres fractures. Donc, pour ça, on demande une densitométrie et puis on la met sous vitamine D avec le protocole récent du Griot, avec une supplémentation plutôt moins forte, mais plus fréquente chez ces patients qui sont très souvent carencés puisqu'en institution. Et on propose d'emblée un suivi 1 mois après, en se disant déjà que si elle restait douloureuse et qu'il y avait toujours un épanchement du genou, il faudrait qu'on voit pour faire un scanner, parce que même si les radios ne retrouvaient pas de fracture, c'est important d'en dépister. On fait un point téléphonique 1 mois après, comme on avait dit. Donc finalement, dans l'intervalle, le tramadol avait été augmenté un petit peu puisqu'elle présentait encore toujours des vocalises plus importantes et des automutilations. Et avec cette dose-là, ça va plutôt mieux. On s'assure que le transit ne s'est pas détérioré avec la mise en place du tramadol. Parallèlement, et ça c'est extrêmement intéressant aussi, de travailler en lien avec le psychiatre, puisque comme elle allait mieux et qu'elle avait des psychotropes de façon importante, le psychiatre, en lien avec l'équipe, a essayé de baisser les neuroleptiques pour trouver la dose minimum efficace.
Par contre, ce qu'on voit, côté négatif, c'est que Louise reste kinésiophobe, on n'arrive pas à la mobiliser, et puis que la balnéo, c'est compliqué d'en trouver une, voire même impossible. Donc, on dit qu'on poursuit pendant un mois le tramadol et qu'on essaye toujours de la reverticaliser et de lutter contre cette kinésiophobie. La densitométrie osseuse réalisée plutôt bien en prévenant les équipes à l'avance, en mettant une prémédication, l'examen s'est bien passé, elle est restée tranquille et on a eu des résultats qui étaient fiables. Et on retrouve malheureusement, malgré le jeune âge, de l'ostéoporose densitométrique qu'on appelle fracturaire, parce qu'elle a déjà eu des fractures. Et donc, on demande un avis rhumato et aussi un scanner pour ne pas passer à côté d'autres fractures qui ne seraient pas finies inaperçues à l'issue de la chute du mois d'août. 3 semaines après, on refait un point téléphonique. On note que là, les cris sont variables en fonction, l'équipe a bien repéré si c'était des professionnels qui étaient connus ou pas. Et là, c'est important, encore une fois, de se rapporter à ce que disait le comportement des filles et de ne pas forcément se dire, on augmente les antalgiques, parce que là, on a bien vu que l'antécédent, c'était plutôt des professionnels pas connus. Parallèlement, le psychiatre baisse les neuroleptiques et ça se passe plutôt bien. Par contre, on se rend compte que le délai pour le scanner, il est très long et puis qu'on nous propose de faire un jour un fémur gauche, le lendemain, ou 5 jours après, un fémur droit. Donc ça, c'est pas possible. Donc, on se met en lien avec un radiologue qu'on connaît en lui expliquant un peu le contexte de Louise et la nécessité de l'accueillir dans des bonnes conditions. Et finalement, on demande un body scan, ce qui va nous arranger, parce que comme ça, on aura le corps entier et s'assurer qu'il n'y a pas eu de fracture aussi au niveau des membres supérieurs, même si la chute était essentiellement au niveau des membres inférieurs. Et donc, le scanner se réalise dans de très bonnes conditions, encore une fois, en appelant l'équipe avant et en prévenant tout le monde et en ayant une prémédication adéquate. Et puis finalement, quand on ne trouve pas de kiné balnéo, on se met en lien avec la rééducation hospitalière dès que les fractures sont éliminées. Le point téléphonique de mi-décembre nous rapporte que le scanner en fait ne retrouve pas de fracture, donc ça c'est plutôt rassurant. Par contre, Louise crie de plus en plus sans explication particulière, recommence à s'automutiler. Finalement, l'orthopédiste de l'hôpital périphérique qui avait pris en charge Louise au moment de sa chute n'a pas d'avis tranché sur l'épanchement qui existe toujours et la luxation. Il suggère un avis spécialisé au CHU. Donc, en attendant cet avis spécialisé qu'on organise au CHU dans de bonnes conditions aussi, en début d'après-midi, en prévenant l'orthopédiste qu'il y a des troubles du comportement, etc. En attendant, on augmente le tramadol en se disant qu'il y a peut-être une accoutumance à la dose de 100 mg LP, mais en disant bien que l'objectif, puisqu'on n'est bientôt plus dans une douleur aiguë, ce sera de l'arrêter assez rapidement pour limiter les complications et l'hyperalgésie induite par les opioïdes, même s'ils sont faibles au long cours. Début janvier, donc on note quand même qu'avec le travail de l'équipe, Louise arrive maintenant à aller au fauteuil, elle bouge un peu mieux sa jambe, elle a moins de troubles du comportement, mais elle ne remet pas le pied par terre. Les psychologues ont aussi refait le point avec l'équipe en redisant l'importance d'utiliser les codes objets. Et puis, quand on n'a pas parlé des renforçateurs tout à l'heure, mais c'est extrêmement important chez les patients dyscommunicants avec des troubles du comportement de travailler sur justement quand les choses sont bien faites avec les codes objets, etc. Et quand ils font bien la consigne, d'avoir des renforçateurs pour les féliciter et inciter à refaire ça la prochaine fois. On propose à l'équipe aussi, pour la verticalisation, pour aider l'utilisation du méopa qui n'est pas dans la structure, et les démarches sont mises en place. L'orthopédiste du CHU nous dit qu'on peut reprendre l'appui, qu'il n'y a pas de risque et que la rééducation peut démarrer. Le rhumato est vu aussi. Le bilan biologique est normal, donc acide zolédronique et vitamine D et calcium pour limiter le risque de fracture. Par contre, la demande de rééducation, malheureusement, est refusée en balnéothérapie et refusée initialement tout court parce que Louise est incontinente. Tant qu'on ne s'avoue pas battu, je recontacte le médecin de MPR en lui expliquant, en lui demandant si elle serait OK pour une prise en charge à sec, pas en balnéo, mais en faisant le point chacune de notre côté, de voir avec son équipe si elle c'est OK, puis nous, de voir de notre côté avec l'équipe comment il faudrait dans l'idéal accompagner Louise. Donc, l'équipe nous dit qu'il faudrait une consultation blanche, donc il y aller au moins une fois avant. Il faut qu'il y ait des professionnels qu'elle connaisse, encore une fois, par rapport à ces 1 an développemental pour l'accompagner, pour qu'elle ne soit pas anxieuse, qu'elle soit avec des personnes qu'elle connaisse. Que sur place, et ça, c'est assez particulier de demander ça au médecin hospitalier, mais ça l'a bien fait, de dire que finalement, il faut quelqu'un qui soit fun, homme ou femme, peu importe, toujours la même personne, mais quelqu'un qui soit capable de faire des jeux de bouche, des mimiques, de mettre un bonnet rigolo, et puis que ce soit structuré toujours de la même façon. Toujours pareil, ritualisation.
bien dire qu'il ne faut pas que Louise elle soit comme les salles de MPR où globalement les gens se rééduquent un peu à côté les uns des autres, puisqu'elle risque d'être distraite, donc il faut que ce soit fermé avec paravent et rideaux. Prévenir les professionnels qu'elle va crier, que ça fait partie de son comportement et puis qu'il faut que personne s'inquiète autour. Paracétamol toujours 1 heure avant. Et puis les renforçateurs, plus. Donc Louise, elle apprécie les Kinder, donc prévoir les renforçateurs en fin de séance. Et en faisant le point comme ça avec le médecin de MPR qui a vu avec son équipe, c'était OK pour la prise en charge, avec un délai un peu long, bien sûr, les délais hospitaliers sont longs. Et en attendant, on poursuit avec le kiné libéral, mais vous savez comme moi qu'il a peu de temps pour venir, mais 10 minutes, un quart d'heure, et puis l'équipe continue aussi le travail pour essayer de la faire marcher. Et elle fait quelques pas, et finalement, automutilation vocalise, ça s'améliore, et on démarre, comme on l'avait dit, et ça c'est très important, la décroissance du tramadol progressif sur 1 mois. On refait un point en mars et grâce à l'implication de toute l'équipe, on est content de voir qu'elle progresse, qu'ils sont en train de la verticaliser 1 fois par jour avec des barres dans le couloir, qu'elle fait les séances de kiné 1 fois par semaine, qu'elle a plus de tramadol et que l'arrêt s'est très bien passé. Et le psychiatre de son côté a quasiment arrêté tous les psychotropes. Il a été obligé de remettre un tout petit peu le soir parce que le sommeil s'est détérioré. Contre, Louise, comme c'était prévu, va changer d'unité, va être transférée en foyer d'accueil médicalisé, et même si c'est sur la même structure, ce ne sera pas la même équipe. Fin avril, la rééducation a démarré. Louise est très participative au début. Il y a un très bon contact avec la psychomotricienne et la kiné qui jouent très bien le jeu. Les renforçateurs ont aussi beaucoup aidé, mais depuis son changement d'unité, effectivement, ça fait bizarre, elle est passée de foyer de vie en femme, mais en foyer de vie, elle avait du renfort pour le quotidien. Et finalement, en femme, il y a il n'y a pas le renfort. Et donc, finalement, elle régresse sur les transferts qui sont plus compliqués. L'équipe est obligée d'utiliser filet et rail, donc on perd un petit peu de ce côté-là. On refait un point téléphonique, cette fois-ci avec le médecin de MPR, parce qu'après la période de progrès, apparition d'une opposition de la part de Louise. Alors, finalement, ce n'était pas l'équipe qui l'accompagnait, c'était son papa. Et en faisant le point, le papa était plutôt très défaitiste. Il était persuadé que Louise ne reprendrait pas la marche. Donc, finalement, le médecin de MPR avait décidé de stopper la rééducation. Donc, je rappelle le médecin de MPR pour lui demander si elle serait d'accord, et l'équipe aussi, de reprendre quelques séances avec des professionnels, en voyant aussi au niveau du foyer de vie du FAM si c'était possible que des professionnels viennent, des professionnels qui la connaissent bien pour l'accompagner aux équipes, pour ne pas perdre ce qu'on avait commencé à gagner. Et parallèlement, sachant que l'hôpital ne serait pas en capacité de la prendre trop longtemps, on essaye de voir si… ah oui, alors ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'entre-temps, Louise n'était pas rentrée en famille et que depuis qu'elle allait un peu mieux, le séjour en famille a été de nouveau possible. Donc ça, c'était le point très positif. Mais on s'est mis aussi en lien avec l'HADSSR, donc hôpital à domicile, soins de suite, réadaptation, pour savoir si, d'une part, ils existaient sur le secteur où on accompagnait, et ça, c'était oui, et savoir s'ils acceptaient de la prendre en charge. Et donc, c'est tout frais. Ils sont venus la semaine dernière. On a fait le point sur place avec l'équipe, le médecin de MPR qui s'est déplacé, le kiné, en disant la même façon de travailler qu'il fallait, donc être capable d'être fun, de faire des grimaces, de faire des poètes-poètes, pour accompagner Louise en confiance avec quelqu'un de l'équipe qui serait aussi avec elle. Et ils ont accepté, et donc ils vont démarrer la prise en charge d'ici quelques jours avec 5 séances par semaine. Donc ce sera un jour l'ergo, un jour le kiné, un jour l'ergo, un jour le kiné, sur 4 à 6 semaines, et on fera des points réguliers pour voir comment Louise progresse, mais toujours dans l'objectif de reprendre la marche et l'autonomie pour sa qualité de vie, et puis limiter les douleurs des personnes qui ne bougent plus du tout, quoi. Donc, c'est vraiment toujours ça l'objectif. Donc, en conclusion… Non, parce que il faut prendre en compte en fait la douleur chez les personnes dyscommunicantes. Il y a des signaux en fait d'alerte, des signaux directs ou indirects. Par exemple, une personne qui est figée ou agitée, les modifications du comportement habituel. On parlait de Louise qui vocalise fréquemment. Si elle ne vocalise plus, ça peut être un signe d'alerte. Il y a les gestuels qui peuvent changer, les retraits, les postures, tout ça, ce sont des signaux à prendre en compte. Être vigilant aussi sur l'alimentation, sur l'hydratation, sur tout ce qui est végétatif en fait. L'important c'est d'avoir cette photographie de base, comme on le disait, et puis de faire le lien avec les troubles du comportement. Donc toute modification de l'état de base, elle doit faire suspecter une douleur. Et donc ça doit être signalé, analysé, et pour ça il faut évaluer, ça c'est indispensable.
Il y a aussi un autre article de l'EMIP Info sur comment vous dire que j'ai mal, et c'est ce qu'on a dit là. Dès qu'il y a des troubles du comportement, une rupture avec le fonctionnement habituel, se questionner, est-ce que c'est pas un problème somatique? Et du coup, est-ce que c'est pas une douleur à évaluer? Voir s'il y a eu des comportements analogues par le passé, observer le résident, recueillir le maximum d'infos, comme on vous l'a dit, quel est son comportement habituel avec les équipes, récupérer la Vineland aussi, récupérer le profil sensoriel, récupérer l'analyse fonctionnelle s'il y en a une, et puis voir quels examens, que donne l'examen clinique, s'il y a des examens complémentaires à réaliser, lesquels, et quelle prise en charge. Et ce qui nous semble indispensable, c'est vraiment de faire une prise en charge pluridisciplinaire, qu'on essaye de coordonner avec le moins possible de médicaments, mais en mettre au début, mais savoir que ça va être important après de réévaluer, et surtout quand il s'agit des opioïdes faibles ou forts, de se dire que c'est vraiment dans la douleur aiguë, mais qu'après, l'objectif, une fois que la phase de douleur aiguë est passée, que ça a cicatrisé, l'objectif, c'est vraiment de les arrêter parce qu'au long cours, ils sont vraiment délétères. Des équipes soignantes sensibilisées, formées, mais des équipes éducatives aussi également formées et sensibilisées, travailler tous ensemble. Travailler avec les psychologues, les neuropsychos, les psychiatres, comme on l'a dit, pour le profil sensoriel, la Vineland, l'évaluation fonctionnelle. Et puis, grande priorité, grand axe, et ça c'est un de nos axes aussi hyper importants, sur l'activité physique, sur la douleur chronique, avec un bienfait sur plein d'autres choses, mais on ne va pas faire un topo sur l'activité physique, mais vous le savez, on l'a mis là, tous les bienfaits à attendre. Les thérapies non médicamenteuses qui sont extrêmement précieuses, donc inclut l'activité physique là-dedans bien sûr, mais l'art-thérapie, la médiation animale, la sophrologie, l'hypnose, la stimulation cognitive, la musicothérapie, bref, plein de choses que vous connaissez déjà. Et puis, j'insiste là-dessus parce que le lien ville-hôpital, l'hôpital va pas très bien effectivement, mais il y a moyen de travailler avec l'hôpital sur des choses programmées. Et là, je remercie mes confrères hospitaliers, inclus l'HAD aussi, sur leur acceptation de travailler avec nous. Après, ça nécessite du temps parce qu'il faut faire des points téléphoniques, expliquer comment sont les résidents, expliquer les attentes. Mais tout le monde joue le jeu, et tout ça pour améliorer le bien-être de nos résidents. Et on vous remercie. Très bien. Écoutez, déjà, merci à vous là, pour la présentation là, de ce cas concret. Là, il s'agit vraiment d'une situation complexe. Donc là, vous insistez beaucoup sur la question de l'évaluation pluridisciplinaire. Donc voilà, merci pour cette présentation. Un certain nombre de personnes là, sont arrivées entre-temps. Donc je rappelle évidemment que, ce module de webinaire là, sera disponible en replay. On vous donnera les liens à la fin de cette présentation. On a une question qui ne concerne pas directement l'équipe mobile de santé, donc je vous laisserai la lire, comme ça vous laissera le temps d'y répondre tout à l'heure. Après la présentation donc, de messieurs Insonia et Dr Philippe Lemoine qui arrivent, voilà, je vais vous laisser dans votre présentation. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Donc l'équipe Modidol, l'équipe mobile douleur handicap déficience intellectuelle 0-25 ans, donc basée au CHU de Brest. Et donc nous allons faire notre partie sur les moyens de prise en charge de la douleur chez les personnes en situation de handicap. Dans un premier temps, rappeler un petit peu dans la prise en charge, le fait que la dernière fois on a fait l'évaluation, dans la prise en charge, parler aussi de tout ce qui peut être traitement. Donc le traitement, quand on parle du traitement de la douleur, il ne faut évidemment pas se limiter à la partie médicamenteuse. Et il y a une grande variété de choses qui peuvent être mises en place sur le plan comportemental et environnemental. Et c'est très important, je vous avais montré dans la partie neurophysiologique l'influence, tous les facteurs de modulation qui peuvent modifier l'importance de la douleur, quel que soit le mécanisme générateur. Donc c'est très important au niveau thérapeutique d'envisager ce qui se passe autour de la personne. Donc la qualité de son environnement, notamment son confort d'installation, donc il y a plein de moyens techniques qui peuvent être vus avec les ergothérapeutes, évidemment, mais il y a aussi tout le confort de couchage habituel, d'assise, comment se mobilise la personne.
un travail sur la luminosité, la qualité des éclairages, les couleurs, les décorations, qui peuvent être des choses apaisantes, rassurantes. On a parlé des peluches dans le cas clinique précédent, donc voilà. Et la limitation des bruits qui peuvent être vécus comme une agression. Donc parfois, la localisation de la chambre ne convient pas si la personne a besoin de calme, par exemple, dans un service. Et parallèlement, on a aussi besoin, mais ça a bien été dit tout à l'heure aussi, de stimuler au niveau des canaux neurosensoriels avec des choses agréables pour la personne en fonction de son profil propre. Donc ça peut être des stimulations de type visuel, ça peut être des stimulations auditives, la musique par exemple, kinesthésique, donc dans le sens du toucher, donc tout ce qui est mobilisation, des vibrations, etc. Travailler sur l'odorat, le goût, la qualité des aliments, l'aromathérapie, etc. Et puis les espaces nosélènes qui sont présents dans beaucoup de structures et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser, qui sont un apport tout à fait fondamental sur la prise en charge des douleurs, surtout celles qui sont un petit peu installées. Dans cette prise en charge, il y a aussi la présence des parents ou des familiers ou des aidants familiaux. C'est vrai que nous, on est plutôt dans le monde pédiatrique, donc on parle des parents, mais leur présence est bénéfique, et notamment quand il y a des soins douloureux. Le travail avec, le fait d'être en présence de professionnels connus, ce qui a été aussi bien rappelé, un groupe de pairs stable, et les transitions se font de façon progressive pour éviter une déstabilisation importante. Le fait d'avoir des activités variées qui correspondent aux besoins de la personne, et puis tout ce qui est distraction, qui peut aussi détourner l'attention, défocaliser, comme on dit, détourner l'attention des événements, des éléments douloureux du corps ou du geste douloureux. Donc tout ça, ça participe, ça fait partie intégrante du traitement, et l'avantage, c'est que la plupart de ces choses-là n'ont pas besoin de prescription, donc sont du rôle propre des différents interlocuteurs au niveau des établissements. Sur le plan médicamenteux, il y a un usage, de façon assez ancienne, on utilise la classification OMS avec les paliers 1, 2, 3, et tout le reste, ce sont les coanalgésiques. Cette façon d'envisager les traitements est un petit peu désuète, obsolète, passée, si vous voulez, et on préfère aujourd'hui une approche par mode d'action des médicaments. Par exemple, en s'appuyant sur la classification de Beaulieu et Lucier de 2010, que j'ai mis sur la diapo d'après, juste à titre informatif. Donc, vous voyez, sur le traitement antinociceptif, donc on a une douleur qui est provoquée par une stimulation, un mécanisme nociceptif, on peut utiliser ces médicaments-là qui correspondent aux anciens paliers de l'OMS, qui ne sont pas classés par palier, mais par type. Donc, les non-opioïdes, les opioïdes, faibles ou forts, en fait, c'est juste une question de quantité. Et les cannabinoïdes sont rangés également dans cette partie-là, non pas d'AMM encore en France dans cette indication. Mais il y a ensuite tout ce qui était coanalgésique dans l'OMS. Et ensuite, en fait, il y a des modes d'action différents. Donc, les antihyperalgésiques, en fait, ils vont modifier le fonctionnement du système nerveux central pour permettre l'action des antinociceptifs plus importante, par exemple. Donc, ils peuvent être complémentaires, permettre de limiter la quantité d'antinociceptifs en utilisant ces médicaments-là, donc limiter aussi les toxicités. On peut renforcer les mécanismes inhibiteurs descendants avec des médicaments de la famille des antidépresseurs, par exemple, également le catapressor, mais surtout des médicaments de la famille des antidépresseurs, à des posologies qui sont faibles habituellement. On peut faire agir sur d'autres mécanismes comme la transmission la modulation à transmission ou la sensibilisation des récepteurs périphériques, donc avec les anesthésiques locaux, avec le tegretol ou le triétal, avec d'autres antiépileptiques, la capsaïcine pour des douleurs neuropathiques localisées, par exemple. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est pas tellement de retenir les choses de tous les médicaments, c'est de retenir qu'en fait, il n'y a pas que les antinociceptifs. Les antinociceptifs sont utiles, les douleurs nociceptives peuvent être complétés par d'autres médicaments pour éviter des fortes doses. Et puis, d'avoir recours à plusieurs modes d'action des médicaments, ça permet d'avoir une meilleure efficacité. Ce préalable étant dit, on voulait vous présenter deux situations cliniques très différentes qu'on a pu rencontrer depuis la mise en place de notre équipe en septembre dernier. L'objectif des situations cliniques, quand on est appelé, c'est d'identifier, nos objectifs, c'est d'identifier si une situation
par exemple, de modification de comportement est une situation douloureuse ou correspond à d'autres problématiques. Si c'est une situation douloureuse, de chercher à identifier les mécanismes de la douleur, en conséquence de proposer un traitement adapté et ensuite de suivre les propositions et l'évolution. Pour chaque dossier, on reprend un peu un mode de fonctionnement qui correspond à ce qu'on fait dans les consultations de douleurs chroniques. Donc, on s'intéresse à l'ensemble, à la globalité de la personne, on s'intéresse à son contexte familial, à ses habitudes de vie, ses antécédents médico-chirurgicaux, les traitements qui ont déjà été essayés et les traitements qui sont en place, et puis ensuite, sur la partie douleur, vraiment de voir un peu de quand date la douleur, son histoire, la situation actuelle. On ne peut pas toujours examiner les personnes, surtout celles qui ont des troubles autistiques sévères. Et puis, on réalise, si besoin, des examens complémentaires pour essayer de préciser les mécanismes, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ensuite, on fait des propositions. Nous allons vous évoquer la situation d'une jeune fille de 15 ans, qu'on va nommer M. Donc, pour revenir sur son contexte familial, c'est une jeune fille donc, qui est placée depuis ses 18 mois. Le couple parental est séparé, elle n'a plus de contact avec son père. Sa mère a l'autorité parentale, mais n'a pas la garde. Ses habitudes de vie. La semaine, elle est en internat en institution. Les week-ends et les vacances scolaires, cette jeune fille va en SSR et elle est scolarisée en classe adaptée de collège. Elle lit, elle écrit, elle sait utiliser un clavier, un smartphone. Elle a des projets, elle aimerait devenir secrétaire et elle a de nombreux loisirs, écouter de la musique, dessiner et est très sociable. Elle aime être avec ses copains et elle apprécie les sorties en groupe. Dans ses antécédents médicaux, on peut noter qu'elle a une triplégie spastique liée à une prématurité. Elle a une déficience intellectuelle mineure. Elle a une obésité et notamment, on note aussi de nombreux antécédents médicaux, de type pyélonéphrite fréquente, un syndrome des ovaires polykystiques, des douleurs chroniques, notamment au niveau de la zone abdominale et fossiliaque depuis 2 ans, et des hospitalisations itératives. Sur le plan chirurgical, on note notamment une exérèse de kyste ovarien droit rompu, donc qui est compliqué par un choc septique avec une appendicectomie. Au niveau de ces traitements médicamenteux, on note un traitement psychiatrique et des antalgiques qui ont été mis si besoin, du Liprane, du Spasfon, de l'Acupan et du Méopa si les douleurs sont résistantes au traitement si besoin qui aurait pu être administré auparavant. Les traitements médicamenteux sont présents également. Elle utilise la bouillotte et nous avons trace de l'utilisation d'un TENS, mais qui a été peu investi, donc peu utilisé. En résumé, nous avons une jeune fille en situation de handicap qui présente des douleurs chroniques non soulagées par la thérapeutique actuelle. Des douleurs qui sont plutôt, semble-t-il, situées en abdominopélvien, avec des antécédents gynécologiques et urologiques et une équipe encadrante qui est démunie. Donc, nous procédons à la consultation de notre équipe, la consultation Modidol. Donc, c'est une consultation sur site qui dure à peu près 1 heure, en présence de l'infirmière du centre où est accueillie cette jeune fille en semaine. Et donc, cette jeune fille, lorsque nous la rencontrons, est triste, parle peu, semble un peu déprimée, et elle localise en fait de manière précise, lorsque nous discutons avec elle, 2 zones abdominales sur un dessin. Donc, comme vous pouvez voir, 2 zones très précises, entourées en rouge. Nous procédons à une évaluation de la douleur. Donc, nous faisons un DN4 pédiatrique, où notamment nous notons des sensations de brûlure, de décharge électrique et de picotement sur la zone. Et un FDI
où nous notons donc 4 items voilà, qui ne sont pas cotables, car liés à la marche dans cette échelle. Et nous posons voilà, la question d'une interprétation de douleur faible à modérée. À l'examen clinique, donc nous avons une jeune fille qui se présente avec une anxiété donc, très importante à l'annonce de l'examen et une apparition d'une douleur aiguë très importante en fosse iliaque droite. Et en fait, alors on a changé de salle pour l'examiner pour qu'elle soit mieux installée. Et du coup, j'ai pu l'examiner. Alors, ça a été assez compliqué parce qu'elle était très anxieuse, très apeurée à l'idée qu'on puisse toucher son ventre, etc. Enfin bon, elle était en pleine crise de douleur qui était la situation qui posait problème à l'équipe. Donc, c'était à la fois inconfortable et à la fois, ça permettait aussi de mieux comprendre ce qu'il vivait. À l'examen clinique, elle était très douloureuse à la palpation du bas de l'abdomen à droite comme à gauche. Et la douleur était vraiment très localisée, comme sur les 2 petits ronds du dessin qu'on a vu tout à l'heure. Et au niveau de l'examen de la paroi, il y avait une diminution de la sensibilité au toucher au niveau de la fosse iliaque gauche. Et puis, quand on touchait ou qu'on frottait au fosse iliaque droite, ça provoquait une douleur importante, donc une allodynie sur la petite ronde toujours de fosse iliaque droite. Et puis, elle a une sensibilité augmentée à la piqûre sur les 2 zones de rond également. Voilà, donc une allodynie au frottement. Donc, en conclusion, Donc, nous avons plutôt une douleur abdominale d'allure nociplastique, parce que nous n'avons pas de lésion visible aux examens. On a une survenue spontanée des accès douloureux, un accès douloureux qui semble déclenché par une anxiété, et des sensations neuropathiques et signes cliniques neuropathiques, mais une localisation non somatotopie du système nerveux. Donc, nous proposons, à l'issue de cette première consultation, de renforcer les mécanismes inhibiteurs, donc segmentaires par le biais d'une reprise donc, de la TENS, avec, dans un premier temps, une éducation thérapeutique et une proposition de TENS 30 minutes, 2 fois par jour. Nous proposons ensuite, donc, sur les mécanismes donc, inhibiteurs descendants, de mettre en place du laroxyle au coucher, avec une augmentation progressive. Le but étant de diminuer donc, les douleurs et d'arriver à un seuil avec le minimum de laroxyle possible. Pour les accès douloureux, il n'y a pas de traitement, Donc, on propose donc, d'écouter de la musique, d'être plus dans de la distraction pour faire passer donc, ces accès. Et nous proposons par la suite une téléconsultation suivie 1 mois après l'éducation TENS, qui a eu lieu en fait 1 semaine après cette première consultation. Donc nous procédons à une téléconsultation 1 mois plus tard, et nous trouvons donc une jeune fille qui se présente de manière complètement différente par rapport à la première consultation. Elle est souriante et apaisée. Nous notons une diminution du nombre d'épisodes douloureux. La TENS est bien investie. Elle est utilisée quotidiennement. Le laroxyle est dosé à 6 mg et semble efficace à ce dosage-là. Le centre a mis en place un temps de parole individuel avec une infirmière et une éducatrice. Ça semble aussi porter ses fruits. Et donc, nous proposons à l'issue de cette téléconsultation de poursuivre le laroxyle, de diminuer à 1 séance de TENS par jour et de procéder à un suivi dans 2 mois. 2 mois plus tard, nous avons toujours une jeune fille épanouie, bon contact, pas de crise douloureuse, mais des douleurs missionnelles sur une infection urinaire, ce qu'on peut noter. Le TENS une fois par jour le matin, en programme combiné, c'est-à-dire en gate control et en sécrétion d'endorphine. 30 à 120 minutes parce que M oublie parfois de retirer l'appareil.
Le Laroxyl toujours dosé à 6 mg le soir. Et donc, nous proposons une diminution progressive du TENS à la demande de M, avec un objectif donc d'arrêt. Le Laroxyl est maintenu et nous proposons une téléconsultation 3 mois plus tard. Donc, ce qu'on peut dire, c'est chez cette jeune fille, finalement, elle avait besoin d'avoir une attention portée sur sa douleur, une identification du mécanisme de la douleur, donc de type nociplastique, pour reconnaître et proposer des traitements qui soient adaptés. Et puis, un traitement qui a été assez simple en utilisant le renforcement des mécanismes inhibiteurs, soit segmentaires, soit centraux, mais avec des traitements peu contraignants. Je pense que le fait d'avoir un temps individuel aussi, qui lui soit dédié pour qu'elle puisse avoir un temps de parole sur son confort de vie ou sur ses inconforts, est une démarche très intéressante pour elle. Voilà, et ça a été quand même très rapidement efficace et bénéfique sur du long terme, parce que là, on doit la revoir jeudi, mais on a des retours qui disent que pour le moment, la situation est tout à fait intéressante. Donc en fait, on a vraiment gagné avec des petits moyens, à condition d'avoir pris son temps et d'avoir bien analysé la situation pour aider à la qualité de vie de cette jeune fille. Nous allons maintenant évoquer la situation d'un jeune garçon de 9 ans. Donc, nous allons nommer T. C'est un jeune garçon d'origine africaine, les parents sont séparés. Il a une petite sœur de 8 ans en bonne santé. Les parents sont également en bonne santé. On note juste une drépanocytose hétérozygote chez la maman. Ce jeune garçon passe la semaine chez sa mère et le week-end chez son père. Il va en IME plusieurs fois par semaine. Plusieurs fois par semaine, pardon, oui, à des hôpitaux de jour en CESAD 2 fois par semaine, et passe l'après-midi complet chez sa mère, avec sa mère. La prise en charge, voilà, est en activité, avec des activités sensorielles, des activités de motricité. C'est un jeune garçon qui est pris en charge de manière individuelle à l'IME en temps 1 pour 1, avec une éducatrice, avec un objectif d'une intégration progressive à un groupe. Les loisirs, il apprécie la piscine et il aime cuisiner avec sa mère des recettes africaines qui sont très épicées. Ce jeune garçon donc, a un trouble du spectre autistique, une drépanocytose hétérozygote. Il est notamment asthmatique, il est régulièrement constipé et a souvent un reflux gastro-œsophagien. Je précise que c'était une des questions de la structure, la drépanocytose hétérozygote ne peut pas être cause de douleur. Ce jeune garçon, en fait, présente des troubles du comportement de manière inconstante. Il y a des périodes où il pleure et monte ses pieds. Il peut régulièrement cracher au sol, se faire régurgiter, puis ravaler ses régurgitations. Son traitement médicamenteux, il a du Risperdal qu'on peut noter. Il est couvert en Doliprane en si besoin. Il a du Gaviscon pour ses reflux et des laxatifs en si besoin. En résumé, donc, nous avons un garçon de 9 ans donc, qui est autiste. L'évaluation de la douleur est difficile car il est non-verbal et se pose plusieurs questions. Sommes-nous face à un trouble digestif par rapport à ses régurgitations, ses crachats, le fait qu'il aime les aliments très épicés? Ou alors, peut-être la question d'une douleur au pied. Il montre régulièrement ses pieds. C'est un enfant qui est très, très tonique. Par rapport voilà, à notre consultation, nous sommes à peu près dans les mêmes modalités que pour la jeune fille que je vous ai présentée précédemment. Le questionnement de l'équipe pluridisciplinaire lors de cette première consultation est lié donc au trouble du comportement. Est-ce une recherche sensorielle ou une douleur liée à un inconfort au pied ou digestif? Nous notons qu'il n'y a pas d'outils d'évaluation qui sont mis en place dans la structure. Donc, nous proposons de ce fait, dans un premier temps, de recueillir des évaluations de la douleur, notamment avec l'échelle JEDI. Puis, nous proposons une téléconsultation 2 mois plus tard. Suite à donc, cette première consultation, nous avons une téléconsultation de suivi où nous notons que l'échelle JEDI est investie par l'IME, le CESAD,
et par la mère qui regroupe les diverses évaluations. Nous notons donc des scores GEDI à l'IME qui sont compris entre 11 et 14. Mais l'IME rencontre encore des difficultés à différencier les troubles du comportement liés à la douleur de ceux liés à la frustration. On note un épisode de constipation qui a été dépisté, donc, pour lequel un tableau de suivi des selles a été mis en place et la mise en place d'un traitement laxatif au long cours. Donc du coup, le fait d'avoir dépisté qu'il était un peu inconfortable avec un GEDI qui est modifié et les selles un peu irrégulières a conduit à arrêter le laxatif en si besoin, mais à le mettre de façon systématique. Au niveau de l'évolution de ce jeune garçon, un épisode de douleur a été identifié, c'est-à-dire une carie, qui devait être prise en charge en soins dentaires, mais qui a dégénéré en abcès en fait, dans l'attente de soins. Donc, nous avons été recontactés pour la mise en place d'un traitement antalgique parce que le paracétamol était insuffisant. Donc, nous avons proposé du tramadol, ce qui semble avoir été efficace. Il y a un traitement antibiotique également qui a été mis en place. Et l'extraction dentaire a pu se faire au fauteuil chez ce jeune garçon. Et les suites étaient positives. Pour reprendre le projet, en fait, qu'on a essayé d'illustrer avec ces deux situations, en fait, l'idée, c'est de pouvoir, et c'est important de pouvoir évaluer les personnes en situation de handicap dans leur environnement de vie pour qu'elles ne soient pas déstabilisées par des environnements étrangers que peut être l'hôpital ou consultation dans un lieu qui n'est pas leur lieu habituel. Et donc, on peut se déplacer pour des premières consultations dans l'environnement de la personne, en rencontrant évidemment la personne douloureuse, mais surtout, ou aussi ses aidants familiaux et professionnels. Donc, dans les situations qu'on a eues là, les aidants familiaux, on a eu en téléconsultation pour le jeune garçon, mais pour la jeune fille, la famille est trop démunie pour participer, en fait. On évalue, on fait une proposition de prise en charge et ensuite un suivi. Donc, dans la prise en charge, c'est important quand il y a des propositions qui sont faites, que ce soit des propositions d'évaluation, des propositions de traitement, que ce soit un traitement non médicamenteux ou un traitement médicamenteux, de pouvoir suivre qu'est-ce que ça a donné. Est-ce que ça a pu être mis en place ou pas mis en place? On a vu tout à l'heure les difficultés de la balnéothérapie, par exemple, pour la personne présentée par l'équipe Déjeuner d'Or, parce que si nos propositions sont pas sont pas faisables, il faut qu'on s'ajuste et qu'on s'adapte et qu'on trouve des solutions. Donc, c'est important de suivre est-ce que les propositions ont pu être mises en place ou pas, et quand elles ont été mises en place, est-ce qu'elles ont été efficaces, qu'elles ont permis d'avancer sur les dossiers, est-ce qu'elles ont permis de donner plus de confort à la personne. Et en fait, c'est une des grandes difficultés qui est rencontrée par tous, c'est que toutes les propositions sont basées sur des avis d'experts, mais il y a peu de choses écrites en termes de prise en charge des personnes en situation de handicap, et encore plus particulièrement ces personnes en situation de prise en charge en déficience cognitive intellectuelle. Du coup, c'est très important qu'on puisse faire ces suivis. Voilà, et je vous ai remis sur la fin du diaporama notre plaquette intérieure et puis nos coordonnées. Et je rappelle, parce qu'on a été contacté à la suite de webinaires précédents par des équipes, que nos interventions sont gratuites. Voilà, et je remercie particulièrement la Fondation Handicap Malakoff Humanis qui finance notre équipe et qui nous soutient, qui nous finance pour la première année et qui envisage de poursuivre au moins en partie le financement. Et donc, nous espérons pouvoir poursuivre notre activité. Merci pour votre attention. Bien, écoutez, merci à vous deux pour cette présentation sur la question de la prise en charge de la douleur et puis l'illustration par ces deux cas cliniques. Donc, nous avions là certaines questions, je ne sais pas si elles sont forcément plus adressées à un groupe qu'à l'autre. Une question qui a été répondue directement, c'était est-ce que le groupe comportement défi fait des évaluations hors Déjeuner d'Or? Vous aviez pu répondre directement.
Là, c'est plutôt pour Madame Simonet et le docteur Botton là, que devait s'adresser la question, si elles avaient connaissance, en tout cas, de leur fonctionnement. Bah, du coup, non, c'est vraiment intra-Légionnaires d'Or et c'est plus, faut faire appel dans ce cas-là à l'EMIA, Se équipe mobile rapprocher de intervention l'EMIA. autisme et qu'il y a au sein de chaque, département. Alors, sur les autres questions, donc, nous avons alors bonjour, sur le cas clinique de la jeune fille qui a mal au ventre, est-ce qu'il y a eu besoin d'examens complémentaires? Donc, Alors, en fait, les examens complémentaires avaient déjà été réalisés depuis. En fait, les douleurs abdominales sont apparues après son histoire de kyste et de vasectomie et de surinfection, enfin de gros problèmes quand même, abdominopelviens en 2020. Et depuis, elle avait donc des épisodes récurrents pour lesquels elle avait été multi-explorée avec beaucoup d'échographies, beaucoup de scanners, des bilans biologiques. Alors, elle faisait de temps en temps des infections urinaires basses, mais qui n'expliquaient pas des douleurs extrêmement violentes, des crises. Elle a des passages réguliers à l'hôpital avec des perfusions de morphine, des choses, voilà. Et c'était une vraie galère avec des récurrences. Donc, en fait, nous n'avons pas eu besoin de faire d'exploration complémentaire. C'est pour ça qu'on a mis dans le diagnostic de l'antiplastique, on a mis les examens sont normaux. En fait, les examens avaient déjà été faits au préalable. Donc, quand on est arrivé, voilà, tout le monde disait que c'était psy ou je sais pas quoi. Enfin, mais il n'y avait pas de solution proposée réelle. Et donc, et ça met en difficulté à la fois l'équipe qui l'accueille à l'IME et à la fois l'équipe à l'IEM plutôt, et à la fois l'équipe d'hospitalisation quand elle venait comme ça, sans explication sur ces douleurs. Donc, mais les explorations avaient déjà été faites. C'est pour ça qu'on n'a pas refait d'exploration. merci. Le TENS, donc la neurostimulation électrique transcutanée, peut-elle être indiquée pour les comportements d'automutilation? Alors, alors, en fait, la limite de l'utilisation, c'est qu'on a besoin de la personne pour faire le réglage, puisque le réglage est bon, l'intensité de la stimulation est bonne quand on sent un petit fourmillement sous les électrodes. Et donc là, on a eu la chance d'avoir une jeune qui a une déficience intellectuelle mineure et qui était accessible. Donc du coup, pour pouvoir faire le réglage, on a essayé, nous, de mettre des TENS une fois chez un jeune qui présente un trouble du spectre de l'autisme sévère. Et en fait, il rigolait pendant qu'on faisait la TENS, mais en fait, on n'a pas réussi à savoir, ça s'est bien passé la pause, mais on n'arrivait pas à savoir si c'était bien réglé ou pas réglé. Donc pour lui, ce n'était pas utilisable. Donc une des limites, c'est qu'il faut quand même une personne pour laquelle on a un retour. Donc on a sur des déficiences intellectuelles mineures, certaines modérées, enfin pas trop graves, quoi. Donc ça, c'est une limite. L'autre chose, l'automutilation. Quelle est la cause de l'automutilation? Est-ce que l'automutilation est faite en réponse à une autre douleur, c'est-à-dire en activant ce que j'avais appelé la première conférence, les contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs? Donc dans ce cas-là, il y a peut-être une douleur ailleurs que sur le site d'automutilation. Ou est-ce que vous voulez traiter par la TENS la douleur provoquée par l'automutilation? Traiter la douleur provoquée par l'automutilation n'est pas forcément une excellente idée. Alors, soit le fait de s'être automutilé a généré des douleurs très fortes qui ont un impact sur le comportement de la personne. Dans ce cas-là, on a envie effectivement de traiter ces douleurs-là. Par exemple, s'il fait une fracture en s'automutilant, je sais pas, voilà, des choses de ce niveau-là. Mais si l'automutilation est là pour donner des sensations, si vous masquez la sensation avec un traitement antalgique, a priori, vous allez provoquer une automutilation plus forte parce qu'il va essayer de retrouver, ou elle va essayer de retrouver des sensations que vous avez masquées avec votre traitement antalgique. Donc, je suis pas absolument, je pense qu'il ne faut pas, devant toute automutilation, calmer la douleur ou l'inconfort provoqué par l'automutilation parce que vous risquez de provoquer, au contraire, des automutilations plus sévères derrière, quoi. Donc la TENS, dans ce cas-là, évidemment, ne serait pas indiquée. L'indication de la TENS, c'est calmer des douleurs, alors soit aiguës en douleur nociceptive ou douleur neuropathique d'ailleurs, soit comme on utilise là en chronique, c'est-à-dire des séances plusieurs fois par jour avec des programmes combinés, une utilisation assez intensive en général pendant 6 à 8 semaines, puis après on peut diminuer si on a une efficacité, ce qui est très souvent le cas.
Et dans ce cas-là, on va favoriser la plasticité du système nerveux central, notamment au niveau médulaire, et faire qu'on va avoir une réversion de douleurs chroniques. Et voilà, donc on utilise beaucoup en milieu ordinaire. Dans le milieu du handicap, mais il faut avoir quand même le retour de savoir si on a un bon réglage ou pas. Ouais, je vous rejoins, docteur Lemoine. Effectivement, le TENS sur les personnes dyscommunicantes, notamment sur l'association, on a quand même des difficultés à le mettre en place par rapport à la participation, le réglage de l'intensité, où c'est pas toujours évident. Donc, on l'a pas trop utilisé, contrairement à notre expérience précédente, où c'était quand même un outil qui aidait beaucoup. Il faut faire attention parce que si on fait un réglage d'intensité trop fort, on va induire des contractures musculaires, soit pendant la séance, soit 1 heure ou 2 après, enfin voilà, et pour lesquelles on sera bien emmerdé et la personne aura très mal. C'est ça. D'autres questions? Donc, on a par exemple, est-ce que l'accès au CBD, alors c'est pas une question, l'accès au CBD est de plus en plus induit par les médecins pour lutter contre la douleur? Est-il de plus en plus induit par les médecins pour lutter contre la douleur? Moi, j'ai envie de dire, alors, Estelle, tu auras peut-être ton avis là-dessus, mais l'accès au CBD est de plus en plus incité par la société et par les industriels qui produisent ces produits-là, parce qu'il y a un énorme marché et nous sommes, en tant que médecins, totalement harcelés pour donner du CBD, aller sur des congrès de CBD, etc. Enfin bon, c'est quand même un matraquage assez exceptionnel et voilà, que j'ai peu connu avant. Donc, il faut savoir qu'on a une énorme pression par les industriels et le marché. D'autre part, donc il est en vente libre dans beaucoup d'endroits et certains les consomment en automédication de façon très importante, en tout cas pour le cannabidiol. Il y a une ouverture à l'utilisation par la NSM dans le contexte des douleurs neuropathiques et dans le contexte des soins palliatifs. Donc nous, on est centre ouvert, donc on a des patients qu'on traite par CBD. Il y a un certain nombre de contraintes. Il y a des personnes chez qui ça donne des résultats intéressants et beaucoup pour chez qui ça ne donne pas de résultats intéressants, soit pas d'efficacité, soit des toxicités, des traitements mal supportés. Sur le plan scientifique, dans ce qui est produit au niveau international sur l'effet des cannabis, enfin des dérivés, sur la douleur, il n'y a rien qui que ce soit vraiment un traitement génial, quoi. Oui, c'est probablement plus anxiolytique qu'antalgique, et c'est probablement par ce biais-là que ça peut aider dans la douleur. Mais effectivement, il n'y a pas de résultats très probants sur la douleur. Et nous, dans les structures, là où il est prescrit, et c'est l'autre indication, avec des bons résultats, c'est sur l'épilepsie rebelle, et pas du tout dans la douleur. Et puis la vigilance, c'est vraiment les interactions, parce que c'est un gros inducteur enzymatique. Donc, moi, je m'en méfie beaucoup sur le risque d'interaction avec les traitements assez nombreux qui ont déjà les résidents. On a l'impression d'avoir des effets quand même chez un certain nombre de patients qui ont des spasticités, notamment dans la Oui, sclérose en c'est plaques. l'autre indication, oui, tout à fait. Ouais. Ça fait partie des 5 indications de l'expérimentation. Oui. Oui, mais du coup, on a des douleurs avec une part de spasticité. Oui, Enfin, c'est on a ça. des patients douloureux chroniques avec des Mm. douleurs neuropathiques. Des fois, ils ont une part de spasticité. Et en fait, on va avoir une amélioration qui est sur la part de spasticité plus que sur la douleur neuropathique elle-même, quoi. Mais certains en bénéficient. Donc, il ne faut pas écarter du tout le produit, mais quand même pas non plus trop l'investir, quoi. Non, puis vraiment surtout la vigilance sur l'interaction. C'est ça qui me. Donc, une demande, une sollicitation. Bonjour, nous sommes un foyer d'accueil médicalisé situé à Boulogne-Billancourt dans le 92. L'intervention de l'équipe mobile douleur est-elle envisageable pour des cas similaires à ceux que vous avez présentés? Vous avez des contacts? Parce que... C'est pour qui, du coup pour, Ça va être pour toi, parce que moi, je ne vais pas sortir du 29. Donc... Moi, je vais jusqu'à Saint-Brieuc. Alors, j'ai fait une dérogation jusqu'à comment ça s'appelle, Languédias, près de Dinan. Mais Boulogne-Billancourt me semble quand même une perspective qui est proche de l'internationalisation, quoi. C'est parce qu'on sort de notre pays qui est la Bretagne. Écoutez, pour le moment, nous, voilà, notre expérience a commencé le 1er septembre dernier.
Nous sommes en travail on a un financement d'1 an, donc jusqu'au 31 août de cette année, donc encore 2 mois. On est en cours de demande de financement par l'ARS et par la Fondation Malakoff, voilà, pour pouvoir poursuivre notre expérimentation avec un projet aussi de pouvoir, faut quand même consolider ce qu'on fait et montrer, donc là vous avez un premier aperçu, mais montrer de façon un peu plus en détail ce qu'on fait, le publier pour pouvoir ensuite ce qu'on appelle essaimer, c'est-à-dire que cette action puisse être dupliquée sur d'autres territoires, donc déjà l'élargir à toute la Bretagne, mais également ailleurs en France, avec des personnes qui souhaiteraient le développer. Après, si vous connaissez des personnes intéressées pour développer, nous, on est prêt à partager notre expérience, montrer ce qu'on a fait, comment on a structuré, les documents qu'on utilise, notre façon de fonctionner. Et c'est très intéressant. Enfin, on serait ravis. Il ne faut pas hésiter à nous contacter directement sur le mail ou sur le numéro de téléphone qui sont en fin de diaporama. Il n'y a pas de souci. Enfin, vous serez bienvenus. Mais on ne peut pas venir à Billon-Billancourt évaluer des patients. Et il n'y a pas d'autres structures de même type, à ma connaissance, actuellement en France. Très bien. Donc, les RGO sont connus pour être très douloureux. Quelle proposition autre que médicamenteuse? Donc, reflux gastro-œsophagien. Je ne sais pas qui peut répondre. Le positionnement, déjà, je pense que c'est important de positionner en position demi-assise et pas être complètement à plat, notamment la nuit, quoi. Enfin, voilà. Puis après, il y a des avis gastro sur des chirurgies, mais qui peuvent être lourdes, quoi. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sous inhibiteurs de la pompe à protons, sans forcément des preuves non plus, et que c'est quand même pas des médicaments anodins aussi au long cours. Mais je réponds pas complètement à la question du RGO. Je pense que c'est important aussi d'aller rechercher une infection à Helicobacter qui peut participer aussi. Donc, ça veut dire faire une fibro et un prélèvement. Ou alors un test inhalé, là. Je sais pas si tu as d'autres choses, Philippe. C'est l'alimentation. Le positionnement, c'est très important. C'est vrai que les IVP, ils sont là pour diminuer l'acidité du contenu gastrique qui va remonter dans l'œsophage, provoquer une douleur de type brûlure, donc nociceptive. Je sais qu'ils peuvent aussi donner des céphalées permanentes, etc. Enfin, ils ont un certain nombre d'inconvénients potentiels. Donc, il faut faire effectivement attention, tu l'as dit. Il n'y a pas de traitement miracle, mais c'est vrai que si le RGO est trop douloureux, c'est-à-dire qu'il y a des lésions de l'œsophage, donc il faut aller voir les lésions de l'œsophage avec une fibroscopie et puis essayer de les comprendre pour les traiter de façon plus spécifique, quoi. Les chirurgies, des choses comme ça, voilà, c'est compliqué, voilà, il y a des complications, c'est compliqué à faire, c'est lourd et il y a des complications possibles, éventuellement graves même. C'est à réfléchir quand même. Nous avons une autre question là, qui concerne la grille de cotation, donc la JEDI. Comment choisissez-vous la durée de cotation de cette grille? Demi-journée, journée, semaine? Choisissez-vous la même durée en cas de cotation de la grille trouble du comportement? Alors, je veux bien répondre parce que je crois que je te laisserai parce que tu as une utilisation qui est différente de celle que j'avais présentée, je pense, la dernière fois. C'est-à-dire que la JEDI de base, c'est une échelle de douleur aiguë sur une évaluation d'observation de la personne pendant 5 à 10 minutes. Donc ça, c'est l'utilisation classique de la JEDI, de la NCCPC, l'outil international, et c'est ça qui est vraiment validé et reconnu sur un plan international, premièrement. Deuxièmement, l'équipe de Rhône-Alpes a fait une grille JEDI adaptée au TSA, c'est celle que nous a montré Valérie et Estelle tout à l'heure, pour lesquelles il y a une observation de la personne pendant une demi-journée ou une journée ou une semaine, c'est ce qui est écrit sur leur cahier de préconisation. À partir de là, ils créent une base JEDI, un peu comme on pourrait faire une base profil douleur pédiatrique ou une base anciennement un petit peu sans Salvador, si vous voulez, de comportement et de signes qu'on peut voir sur ces temps prolongés de plusieurs heures, on va dire au moins,
Et puis après, on compare par rapport à ça avec des différentiels plus 6, plus 11, mais c'est une autre mode de fonctionnement qu'ils ont affiché quand même pas mal en poster, etc., qui est utilisé par pas mal d'équipes qui s'occupent de personnes avec troubles du spectre de l'autisme actuellement en France, mais qui n'a pas une validation scientifique complètement carrée et formelle à ma connaissance. Mais qui est probablement quelque chose d'utile quand même, quoi. C'est juste différent, une façon différente d'utiliser un outil qui est proche, mais pas exactement le même non plus. Ils ont retiré certains mots, introduit l'automutilation, l'auto-agressivité et l'hétéroagressivité. Oui, puis ils ont retiré le mot douleur aussi, qui Ça, était oui. sur la Jedi en fait. Après, à ma connaissance, ils essaient de la faire valider aussi au niveau des sociétés savantes pour qu'elle soit reconnue au même titre que la Jedi autrement. Sauf que la validation, en fait, c'est des études qui sont assez complexes sur les cotations, sur les différentiels, sur les seuils, sur le fait que ce soit utilisable par différentes personnes, etc. Donc, je ne pense pas. Pour le moment, l'étude de validation n'a pas été conduite, ou en tout cas terminée et publiée, ça, c'est sûr. L'important, c'est de valider au minimum en binôme. Ça, c'est important, que ce ne soit pas la personne toute seule non plus. Et puis, il y avait une question sur les troubles du comportement, mais c'est la même chose. En fait, l'idéal, c'est l'évaluation fonctionnelle avec psycho, l'équipe, pour voir un peu tout ce qui peut favoriser l'installation des troubles du comportement. Donc, ça se fait sur plusieurs temps, à plusieurs moments, du coup, sur plusieurs heures et plusieurs demi-journées. Alors, pour notre part, dans notre établissement là, qui accueille un public de personnes polyhandicapées et autistes, on utilise indifféremment les deux grilles. Et sur la durée, c'est vrai que c'est assez variable. On laisse aussi les équipes déterminer de ce qui leur semble être le plus cohérent pour du recueil d'informations, vraiment en fonction du contexte. Il ne faut pas non plus pour nous que le temps investi pour remplir la grille prenne non plus trop de temps, ou rester sur des évaluations qui n'en finissent pas. Il faut vraiment pouvoir déterminer un timing assez précis. Et c'est vrai que de faire le lien avec une grille d'évaluation du trouble du comportement, bon, bah, ça se tient, hein, puisque si on suppose que les deux sont liés, de faire une évaluation commune et sur la même durée de ces éléments. Après, si on a un doute sur le fait qu'il n'y a pas de lien entre les deux, voilà, ça mérite de reprendre à nouveau une autre évaluation sur un autre point de départ. Il y a même assez de souplesse. Une question à l'attention de Mesdames Simonet et Dr Botton. Donc, pouvez-vous préciser les douleurs concernant les personnes qui ne bougent pas? Donc, si la question est assez précise. Il y a les douleurs à type de rétraction, tout ce qui est l'ankylose en fait, hein, sur les personnes en situation de polyhandicap. Si elles ne sont pas en mesure de se mobiliser, il y a des rétractions, des tensions musculaires, des raideurs, hein, tout ce qui est troubles musculo-squelettiques en fait. C'est ça, raideur articulaire et puis douleur myofaciale, douleur du muscle importante, qui sont plutôt sensibilisation périphérique centrale. Enfin, c'est des choses sur lesquelles les médicaments ne marchent pas bien. Donc, on insiste beaucoup, toujours, à mon sens, sur le fait que c'est hyper important de faire bouger les gens, de les changer de position, de leur permettre de garder de l'autonomie. C'est extrêmement important pour limiter ces douleurs-là jusqu'à la fin de la vie. Donc, dans les EHPAD, c'est pareil. Il faut vraiment faire bouger jusqu'au bout, changer de position pour limiter ces douleurs-là qui sont, encore une fois, très difficiles enfin, pas trop possibles à soulager avec les médicaments classiques, quoi. D'où l'importance des séances de kiné, de l'activité physique adaptée, l'importance du positionnement, du matériel, etc. Une question qui vient d'arriver, on revient sur les grilles d'évaluation de la douleur. Quelle échelle d'évaluation de la douleur conseillerez-vous pour des patients âgés présentant des troubles cognitifs? Est-ce que l'EDAP2 est-elle adaptée? Merci. Léda.
On va tomber plutôt sur les Dolo plus et tout ça, j'imagine. C'est ça, on est plutôt sur l'algo plus, et puis dès que l'algo plus est supérieur ou égal à 2, on fait une Dolo plus normalement. Donc, Dolo plus. Algo plus, parce que plus rapide à remplir. Et puis, dès qu'elle est supérieure ou égale à 2, on fait une Dolo plus pour être plus pertinent. Oui. Dolo plus, c'est plus compliqué, mais c'est pour des douleurs un peu installées, etc. Et après, sur les douleurs d'évaluation des douleurs liées aux soins, par exemple, le CPA a été conçu pour ça, avec une évaluation avant, pendant et après le soin. Mais le DAAP n'est pas du tout adapté à cette situation-là. Enfin, c'est pas une échelle d'hétéroévaluation. Je crois que c'est adolescents et jeunes adultes, un truc comme ça, ou adultes en situation de handicap. C'est moins. Si c'est des personnes âgées avec perte cognitive, je pense que c'est plus adapté de prendre des échelles pour personnes âgées directement. Donc, Algo plus et Dolo plus. Algo plus, c'est douleur aiguë normalement. Dolo plus, c'est plus douleur un peu installée. Et douleur liée aux soins ou aux gestes ou des activités quotidiennes, CPA. Très bien. Écoutez, merci. Là, je pense qu'on a fait le tour des questions qui ont été proposées. Je vois que Madame Bolland précise que le DAAP, c'est l'évaluation douleur ados et adultes polyhandicapés. Donc, ça confirme en effet, effectivement, ce n'est pas forcément adapté à ce public. Alors, si on n'a pas d'autres questions, écoutez, je remercie tout le monde de la participation, de l'attention à ces 3 modules du webinaire. Donc, je remercie Claire Laforêt et puis toute l'équipe de Braille Santé Handicap pour nous avoir invités à participer à ces modules. Ces modules donc, ont été enregistrés, sont accessibles en replay. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà consulté les replays des modules précédents. Donc, celui-ci sera communiqué par mail, mais aussi présent sur le site directement de Braise Santé Handicap. Et donc, vous avez l'image qui s'affiche à l'écran. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site pour récupérer ces replays. Et je pense que d'ici une semaine, celui-ci sera mis en ligne également. Voilà. Merci à tous. N'hésitez pas non plus à contacter Braille Santé Handicap si vous avez des questions à venir. Je vérifie une dernière fois. Voilà. Donc, les questions. Merci à vous. Passez une bonne journée. Merci. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir. Au revoir.